C'est sur cette colline, au cœur de la ville de Liévin, dans le nord de la France, que les moines et les prêtres du pensionnat de Riaumont ont sévi pendant près de 60 ans. Ils devaient prendre soin des enfants qui leur étaient confiés. Des milliers d'entre eux ont été martyrisés jusqu'en 2019. Vous allez dans l'armée, vous prenez un bon gros taré et vous lui mettez une robe de bure, puis voilà, vous avez à peu près ce qu'il y a à Riaumont, quoi. C'est des vrais bourrins. Il était capable de vous en claquer une, de vous foutre des coups de ceinturon, des coups de pied, des coups... Voilà, c'est la violence. On va vous casser, physiquement et intellectuellement. On est des soldats du Christ, et puis après, on est des soldats tout court. La religion était vraiment le vecteur central, ça primait sur tout. C'est là que j'ai commencé à voir les liaisons d'extrême droite avec tout le côté traditionnaliste du catholicisme. Les deux sont liés. Alors, en philosophie, c'est l'extrême droite et à la fois la pédophilie et le sadisme. Riaumont, en fait, prenait les enfants fragiles comme nous pour en faire des objets sexuels. Entre 12 et 13 ans, j'ai été violé de manière répétitive. Ils ont tout bousillé dans ma vie, quoi. Ils ont tout bousillé dans ma vie. C'est dans un internat abandonné que les anciens pensionnaires de Riaumont ont accepté de venir nous raconter leur martyre. En 1969, Bruno a 6 ans. Avec son frère Dominique, il est placé au foyer de Riaumont, créé en 1960 par des religieux catholiques pour s'occuper d'enfants en difficulté. J'avais un père alcoolique, une mère alcoolique. Donc c'était difficile à la maison. On recevait des coups. Un père violent aussi. Donc aussi bien avec la mère qu'avec nous. Alors mes parents et le juge ont décidé de me placer au village de Riaumont. Tu rentres là-dedans, tu te dis, oh, c'est bon quand même. Il y a une ferme, il y a ci, c'est le paradis, quoi. Oh, purée. Après, on te dit, c'est pour des enfants. Oh, ben c'est bien, ils sont bien, ils vont être bien, ils ont tout. À la maison, on n'avait pas toujours à manger. On mangeait ce qu'il y avait. Parfois, ça nous arrivait de manger que des pâtes à l'eau ou des pommes de terre à l'eau. La viande, on ne connaissait pas. Puis voilà, mon beau-père a dû partir. Et puis ma mère s'est retrouvée seule à élever ses enfants. Elle nous a un petit peu délaissés. Et puis là, les assistants sociaux sont intervenus. Et on a été placés. À l'âge de 14 ans, Jean est placé avec ses 2 frères par un juge pour enfants. Depuis sa création, ce foyer est habilité par les ministères de la Justice et des Affaires sociales. Ce qui m'a ébloui, c'est l'arrivée, de voir toutes ces pierres, l'allée, une grande allée, et arriver sur une sorte de manoir, une église. Il y avait une église. On se croyait dans un conte de fées. Mais c'était extraordinaire ce qui nous arrivait. Jamal a 13 ans quand un juge de Douai décide de mettre un terme à ces fugues répétées. J'ai manqué l'école, j'ai fait l'école buissonnière, j'ai fait des conneries. Ils ont décidé de me mettre dans un centre pour essayer de me redresser en quelque sorte. Quand je suis arrivé là-bas, tout ça, bon, ça me paraissait bien. Les personnes responsables, ils étaient sympas, très gentils, compréhensibles. Les nouveaux arrivants ne tardent pas à découvrir les méthodes éducatives de leurs encadrants, des catholiques ultra-conservateurs.
Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur toi et y demeurent à jamais. On m'a posé l'église, on m'a posé de faire la prière, et ainsi de suite. Alors que moi, bon, mon père c'était un musulman, j'ai jamais appris tout ça. Hein. Mais finalement, bon, déjà, ça m'a choqué parce que on a posé. Quand je suis arrivé, que j'ai vu que tous les gamins étaient figés, alors, dans un réfectoire, ils étaient figés, aucune parole, rien, et les gamins n'avaient pas le sourire, n'avaient pas du tout le sourire. Et là, j'ai commencé à me dire, là, il y a un problème. Jean, Bruno ou Jamal sont plongés dans un régime de terreur orchestré par le créateur du village pour enfants, le père Revet, un ancien aumônier chez les scouts à la personnalité inquiétante. Le père Revet, il mesurait 2 mètres, c'était une massacre. C'était lui qui commandait là-dedans. Il était sournois. C'était un sournois. C'était un petit vicieux. Il faut savoir que le père Revet, c'est quelqu'un qui aimait la souffrance, hein, qui aimait faire souffrir. Que vous ayez 8 ans, 12 ans, 13 ans, il vous frappait comme un gamin de 20 ans, 30 ans. Il vous frappait comme s'il était à l'armée en train de taper un adversaire, quoi. Il avait son ceinturon autour de sa soutane. Hein. Donc ça lui arrivait de l'enlever et puis de s'en servir pour frapper un enfant. Ah oui. En 1969, Daniel a 18 ans quand il effectue un stage d'éducateur au sein de Riaumont. La plus grosse violence venait quand même du père Revet. Ben, je pense que je suis tombé quand même à un moment donné dans l'autoritarisme environnant et que je l'ai pratiqué aussi. Et ça, je m'en repens. On était tous amenés à un moment donné à gifler un enfant. Ouais. Je l'ai fait. Dans sa maison personnelle, au cœur du village, le maître des lieux affiche sa fascination pour les croisades chrétiennes ou le Troisième Reich. C'est un patriarche, hein, le père Revet, il avait son domaine. Hein. Dans son domaine, on va dire, je me trouvais sur une grande table, et là j'ai vu des bouquins, de croix gammées et tout ce qui s'ensuit. Il y avait une passion pour l'Allemagne, oui, ça c'est sûr. Il y avait tous ces uniformes SS, allemands, il y avait Prusse, il y avait un peu de tout, quoi, mais surtout allemand. Des casques à pointe, des baïonnettes, il y avait un peu de tout. C'est ce qui faisait l'emblème de sa vitrine. On mettait les culottes de cuir toute la journée, hein, que ce soit en hiver, en été, et ainsi de suite, tout ça. Et ça nous frottait sur les fesses, à force de marcher, ou bien de s'asseoir, ça frottait sur les fesses, et ça faisait des marques rouges. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y a du verglas, on était en culotte courte. Pour le père Revet, il fallait les éduquer pour qu'ils deviennent des hommes. Voilà, comme des militaires. Voilà. C'était ni plus ni moins qu'une espèce d'armée civile. Hein. Encore que, il y avait l'uniforme de la culotte de cuir. Ces culottes de cuir rappellent étrangement celles des jeunesses hitlériennes. Elles habillent la pédagogie du père Revet, qui repose sur un scoutisme catholique dissident aux préceptes paramilitaires. On nous a laissé sans boire, sans manger pendant 3 jours dans les bois du Jura. On devait aller à un point, à un autre point. J'ai vu qu'il y avait un petit gamin là, qui pleurait, qui chialait, qui en pouvait plus, qui n'arrivait plus à marcher. J'ai pris le sac à dos. Qui vois-je arriver au loin? Le père Argouache. Et là, il est descendu, il a pris le sac à dos, il l'a rendu au gamin, et moi, il m'a foutu un de ses coups de pied. Pendant 3 jours, j'ai eu mal. Pendant plus de 3 jours, j'avais mal. Je ne sais pas si je me suis cassé le coccyx ou quoi. Attention pour les couleurs. Arrête. Envoyez. Je toujours. Les principes éducatifs de Riaumont
repose sur la violence. Les coups, les punitions sont encouragés pour dresser les enfants et fabriquer des combattants. La violence, t'avais même des éducateurs, il n'y avait pas que les prêtres. T'avais certains éducateurs, ils étaient ultra violents. Je dis bien ultra. Ça pouvait être des coups de rangers quand t'étais par terre, des coups de poing, ça pouvait, voilà. Quand on faisait une connerie, tout ça, on nous foutait à poil dans les douches, un coup de ceinturon du côté de la boucle, bien entendu, et on dormait 3 jours, 2 jours, 3 jours, ça dépendait de son humeur, à poil dans les douches. Moi, je m'en suis sorti avec une balafre sur la cuisse, avec son ceinturon qui m'a frappé, et j'avais un trou dans ma fesse. Hein, et le trou, enfin la cicatrice, elle est encore là. Hein. Comme ils étaient sadiques, on devenait sadiques. On apprenait à être sadiques. On apprenait à se frapper les uns sur les autres, à pas ressentir. Vous savez, quand on faisait des bagarres, ce qu'on appelait des bagarres de camp, qu'on allait à un autre camp pour se battre, c'était pas du semblant. Hein. On frappait vraiment. Il y en a qui se blessaient. Et ils en avaient rien à foutre. Quand on se jette des cailloux, c'est bien des cailloux. On avait l'impression que plus il y avait de coups, plus il y avait de sang, et plus ils étaient satisfaits de ce qui se passe. Cette violence systématique est soigneusement dissimulée dans le huis clos du pensionnat. En toute impunité, le père Revet bâtit la légende d'un village de l'espoir dans lequel les enfants s'épanouissent. Comment ça a commencé, Riomont? Ça a commencé bien simplement. Il y avait un prêtre à Lens qui était chargé des garçons du collège et des scouts. Si vous regardez le film, vous voyez, je suis sur la gauche du père Revet. Il fallait qu'on fasse l'éloge de Riomont. Donc qu'on dise qu'on était content, qu'on était heureux, qu'on était en famille, qu'on était frères. En réalité, on n'était pas frères. Non. Si le bon Dieu veut, eh bien pendant des années et des années, Riomont, ça sera une colline de bonheur où j'espère vous êtes heureux et où beaucoup, beaucoup d'autres garçons viendront pour connaître le bonheur. En 1977, 17 ans après l'ouverture du foyer, la propagande du prêtre traditionnaliste séduit toujours les pouvoirs publics qui financent le placement de plus de 120 enfants. Il fait construire de nouveaux bâtiments grâce au travail forcé de ces petits sujets. Nous, les grands, on était considérés comme des travailleurs. Je ne comprenais pas que, effectivement, nous, en tant qu'enfants, on allait travailler. Et là, j'avais vu qu'il fallait aller porter des pierres, porter des machins, pousser des brouettes à des poids énormes. Et je ne comprenais pas. On a travaillé la nuit, il fallait faire les fondations à tout prix, donc il fallait tourner le béton, on ne peut pas arrêter tout comme ça, quoi. Donc les travaux, il fallait les finir. Donc on les finissait, et voilà. Il fallait qu'on déracine des herbes à main nue. Si on avait une pioche pour enlever la terre autour des racines, mais on n'avait pas le droit d'avoir une hache ou quoi que ce soit pour couper les racines, pour que l'arbre tombe plus vite. On était arrivé dans un milieu où on se servait des enfants pour construire des choses qui sont normalement à construire par des professionnels. Et nous, enfants, on était des esclaves. Des esclaves. De toute manière, Riomont a été construit par les enfants de Riomont. Je dirais plus que Riomont appartient aux enfants qu'aux prêtres. Voilà. Ou à l'État d'ailleurs. En mars 1977, un inspecteur du ministère de la Justice pointe enfin les maltraitances subies par les enfants. Leur souffrance n'échappe pas non plus aux enseignants des écoles publiques qu'ils fréquentent. Pourtant,
L'administration continue de confier à Riaumont des pensionnaires âgés de 6 à 18 ans. On allait à l'école, mais qu'on y allait, qu'on n'y allait pas, de toute façon, personne qui venait nous dire quelque chose, puisque si on n'y allait pas à l'école, on était en train de travailler. Donc, on savait, les instituteurs, les professeurs, enfin bref, l'école savait qu'on était en train de travailler ailleurs. Il y a même eu une professeure qui s'était, ou des professeurs qui s'étaient plaints parce qu'on s'endormait en classe, quoi. Donc voilà, quoi. Les voisins qui étaient à côté de Riaumont étaient obligés d'être au courant, puisque beaucoup ont fugué et beaucoup ont raconté. Donc moi aujourd'hui j'en veux énormément à l'administration, je peux vous le dire, énormément. Que ce soit des assistants sociaux, soit les juges, soit les magistrats, soit les gendarmes, ils étaient au courant de ce qui se passait. Mais on a fermé les yeux. En 1979, une professeure du collège de Riaumont décide de rompre cette loi du silence. Je m'apercevais que j'avais des enfants maltraités et qui souffraient. Et il me l'avait dit aussi en cours. « Madame, nous sommes très malheureux, mes petits frères et moi, on voudrait retourner voir maman. » J'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces enfants ?» Je voulais profiter des rédactions pour leur faire parler de leurs émotions. J'avais écrit un sujet leur demandant votre vie a soudain changé. Pouvez-vous comparer votre vie d'avant et votre vie d'après? Quand je suis arrivée à Riaumont, j'étais content. Mais quand on m'a fait voir comment on allait être habillé, j'ai pleuré le soir. Cela fait 3 ans que je suis à Riaumont, village du désespoir. Je vis dans une maison où je suis malheureux, où tout m'écoeure. Je n'aime pas ma vie à Riaumont, car la discipline est trop stricte. Pas le droit d'avoir de la musique pour les jeunes, sauf des chants militaires. Un jour, des garçons ont fait une petite fête avec des copains de l'extérieur. Le chef les a vus et ils se sont fait frapper. Et ensuite, je les ai photocopiés parce que je savais qu'on pourrait me dire que j'inventais leur souffrance et qu'ils n'en avaient pas témoigné, qu'ils étaient tous heureux. Comme on les voit sur les photos. Quand on les voit en groupe, en photo à Riaumont, les garçons pètent la joie, alléluia. Et en réalité, c'était pas des enfants joyeux, même en classe, c'était pas des rigolos, des rigolards. Ils se sentaient tous menacés parce que là-bas, leur corps était un objet. Un objet pour travailler, un objet qu'on nourrissait mal, un objet qu'on chauffait mal, qui avait froid, et qu'on soignait mal. Les partisans de Riaumont ne tardent pas à réagir. Un soir de Nouvel An où j'étais toute seule, à 2h du matin, je finissais de regarder un film interminable à la télé. On m'a encore appelé, salope et tout ça. Bon, d'abord, moi, ils m'ont pas cassé ma soirée parce que j'étais tranquille en train de coudre devant la télé. Donc, moi, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont quand même pas me tuer. Hein? Donc, tant que je suis là, je parle. Françoise refuse de se taire, mais les enfants ne lui ont pas tout dit. Le père Revé nous faisait une heure dans son bureau. Il y avait personne tout seul, il nous embrassait sur la bouche et il nous caressait les parties. Et puis quand on n'allait pas dans son sens, c'était les coups de ceinturon, du côté boucle. L'éducateur Jean-Paul, lui c'était le vice c'était avec le vice qui marchait quoi. Lui c'était dans le dortoir, le soir. Il venait nous dire bonsoir, tout ça, il y avait personne, il nous embrassait sur la bouche, il caressait les parties, et puis il nous mettait un paquet de bonbons en dessous de l'oreiller. Certainement pour acheter notre silence, ou ça, je sais pas.
Dans les douches, il s'est passé plein de choses dans les douches. Les jeunes qui allaient dans les douches, parfois, il y en a qui étaient attendus après. Puis on entendait des bruits, on entendait des hurlements, et ceci, cela. Et quand ils revenaient, ils nous apprenaient qu'ils étaient tabassés, qu'ils étaient touchés, qu'ils étaient... Voilà. Mais moi, je sais que... Je vais vous avouer quelque chose, hein, de très simple. Hein. C'est que, à plusieurs reprises, je sortais des douches, on m'amenait sur mon lit, alors que je me souvenais de rien. Et je savais pas ce qui s'est passé. Par contre, j'avais mal un peu partout. Et même à l'endroit où... Je vous dirai pas aujourd'hui, mais vous avez peut-être compris. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout ce que je peux vous dire, c'était pas la première fois que ça m'est arrivé. Je me souviens pas de tout, j'essaye, et quand il y a des moments où je commence à me souvenir, j'ai mon cerveau qui se coupe et qui dit non, arrête. Donc voilà. Mais ce phénomène, à plusieurs fois, ça m'est arrivé. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. Je sais qu'on a abusé de moi. Je le sais maintenant. À Riaumont, il y avait une belle ferme. On avait des paons, on avait des cochons, on avait des chevaux. Les chevaux, j'ai toujours aimé, même encore maintenant, quoi. Pour moi, ça prend une grande place dans ma vie, quoi. C'était mon échappatoire, comme je dis. Quelque part, c'était là où il n'y a personne qui m'embêtait parce que bien souvent, j'étais seul. C'était mon petit rêve, c'était mon petit paradis à moi. Puis après, il est arrivé Philippe tranquillement, quoi. Le problème, il est là, quoi. On nous a envoyé le loup dans la bergerie, on s'en est pas aperçu, quoi. Puis là, je me suis fait croquer, quoi. Ça a été au début, alors il a essayé de déguiser ça en jeu. Et après, la deuxième fois, ça va un peu plus loin. Et il commence à dire, je recommencerai plus, ça y est. Après, il te demande de le fouetter. Tu te demandes pourquoi. Tu te dis, ils sont cinglés, quoi. Donc, tu le fouettes. Puis les on m'a agressé plusieurs fois, oui. La dernière fois, il s'est pas contenu, quoi. Donc, voilà. Il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Là, ça a été plus loin, quoi. Il m'a forcé à me déshabiller et il a voulu me pénétrer, voilà. Et voilà. Et voilà. Pendant plus de 50 ans, Bruno et Djamal se sont tus. Ils n'ont déposé plainte pour viol qu'en 2021 et 2022. Jean, lui, a préféré tourner le dos au pensionnat sans saisir la justice. Le silence des enfants n'a pas permis d'identifier les crimes sexuels endurés par les pensionnaires de Riaumont. En 1980, une juge du tribunal de Béthune enquête sur le village de l'Espoir. Elle ignore tous des abus et des viols qui y sont perpétrés et a reçu un message d'alerte de Françoise. Je vous prie de croire, madame, que tout ce que j'ai fait par rapport au foyer de Riaumont, je ne l'ai fait que dans la mesure où j'étais absolument persuadée, après 3 ans au CES Riaumont, que les enfants n'étaient pas traités comme il le faut. Ce que la lettre dénonce, c'est à partir donc des récits des enfants, donc les mauvais traitements, l'absence totale de liberté, et avec un système d'humiliation. C'était aussi très important, parce que non seulement on les frappe, mais on les frappe en public, et en même temps en tenant des propos humiliants, enfin bon. Dans le cadre de son enquête, la juge auditionne les enseignants des enfants de Riaumont. On soulignait les profs, c'est l'intoxication idéologique. Et puis, bien sûr, tout ce qui est du nazisme. Voilà, un prof qui fait son cours à ce propos. Et donc, les enfants qui étaient là disent « Mais de toute façon, c'est pas vrai. Hitler en a moins tué
que Simone Veil avec sa loi. C'est l'extrême droite, quoi. C'est l'extrême droite dans toute son ampleur. Bon. Il y a des enfants qui sont en danger dans cet établissement, c'est clair. On ne peut pas supporter ça. Donc oui, on prendra les moyens pour que ça s'arrête, c'est tout. Et les 4/5 des juges des enfants du Nord et de Pas-de-Calais, de toute façon, s'engagent à ne placer aucun enfant, quoi qu'il en soit, habilitation ou pas, dans cet établissement. On pensait qu'ils allaient mourir de leur belle mort, là. On retire les sources financières, bon, c'est pas la poignée de familles catho intégristes qui vont peut-être suffire à faire fonctionner cet établissement. Les juges ont sous-estimé la combativité du père Revet. Il devait s'avérer que nous n'avions plus d'enfants qui seraient placés ou en nombre insuffisant. Il nous appartiendrait de nous tourner vers d'autres activités, de prendre des enfants, par exemple, comme des réfugiés ou des enfants qui sont confiés directement par leur famille. Attention, paré pour les couleurs. Paré. Envoyez. Guide, saluez. Chevalier, saluons les couleurs, sonnez. En 1982, après le boycott des juges et le retrait de l'autorisation du foyer, le père Revet développe l'accueil du scout. Pour la première fois, il reçoit aussi des filles. Isabelle avait 8 ans quand ses parents l'ont confiée tous les mercredis et les week-ends aux religieux de Riaumont. À la maison, ça se passait pas très bien. Ma mère, elle a eu 9 enfants qu'elle n'a pas aimé. Mon père et ma mère me frappaient régulièrement. C'est ma mère qui lui disait et mon père faisait. Mon père nous emmène là-bas. Donc on arrive dans ce fameux village de Riaumont pour la toute première fois. Donc il y avait un monsieur qui se présente, qui me dit que je suis le père. Il me dit c'est moi qui va te cadrer. Voilà. Et à ce moment-là, mes 2 frères partent et moi je reste avec ce prêtre. Puis moi mon calvaire a commencé là en fait. 2 fois par semaine, la Louvette subit des attouchements. Et c'est dans un camp de vacances que le prêtre va refermer son piège. On nous dit qu'on va aller dans un endroit magique, qu'on va aller voir la mer et puis qu'on va faire une retraite parce qu'on allait faire notre communion. Alors moi, j'avais jamais vu la mer. J'étais content d'aller voir la mer. J'avais jamais vu la mer. Et on arrive dans cette grande maison. Le père a installé tous les scouts en haut. Et moi, j'étais en bas, toute seule, dans une pièce où il y avait déjà un lit qui était installé. Et moi, je dormais là, j'étais toute seule. Un soir, le père est venu toquer à ma porte. Tout ce qu'il me demandait de faire, je le faisais. Là, à un moment donné, il s'est mis sur moi. Et à ce moment-là, j'étais tellement pétrifié, j'arrivais plus à bouger. Je savais pas ce qu'il faisait, puis je voulais pas comprendre. Je voulais qu'il s'en aille. Là, quand il a joui, il s'est mis à côté de moi. Et après, il s'est relevé. Il est parti comme il faisait d'habitude. Il m'a dit « Bonne nuit, ma princesse ». Là, ma vie de petite fille a changé à ce moment-là, quoi. Le calvaire d'Isabelle va encore durer 4 années. Dans cette période où le village est en sommeil, Riaumont développe des liens avec d'autres communautés à l'étranger, notamment en Belgique. Simon est l'un des 10 enfants d'une famille catholique traditionnaliste de Bruxelles.
Les scouts de Riaumont avaient la réputation d'avoir un contact assez rugueux, de ne pas être des tendres. Moi, j'avais entendu plein d'histoires, hein, que c'était extraordinaire, que c'était la quintessence du scoutisme et du scoutisme catholique, etc. Enfin, que c'était vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire, quoi. Qui est comme Dieu? Je suis allé à Riaumont pour la Saint-Nicolas ou pour les feux de la Saint-Jean. J'étais impressionné par le décor, quoi, hein, les murailles, les sons et lumières, un peu tout ça, quoi, enfin l'ambiance, quoi. Au prieuré du Christ-Roi de Bruxelles, le jeune scout va croiser le chemin de l'abbé, accusé par Bruno de l'avoir violé à Riaumont 11 ans plus tôt. Quand l'abbé est arrivé à Bruxelles, j'avais 11 ans. Il était aumônier, il est arrivé en août 88. Il m'a agressé pendant une période d'un tout petit peu moins d'1 an, je pense. Ça s'est passé la première fois après un cours de catéchisme, où il m'a fait venir dans son bureau. Je garde le souvenir d'une fois où, sur l'autoroute, j'étais à l'avant. Il s'est tourné vers moi, il avait des yeux effrayants, il m'a pris par la nuque et il m'a poussé la tête vers son entrejambe. C'était terrifiant, quoi. Pendant que la voiture zigzaguait sur l'autoroute. À l'été 89, l'abbé embarque Simon en Vendée dans un camp international de scouts traditionnalistes proche de Riaumont. C'était un camp qui regroupait des patrouilles qui venaient de plein d'endroits différents. Je ne sais pas combien on était, mais à mon avis, plus d'une centaine de scouts, hein. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Il m'a fait venir une fois dans sa tente. Il m'a plaqué au sol, il m'a embrassé sur la bouche, etc. Et je me suis débattu à ce moment-là. Je suis sorti de la tente et je lui ai dit, je me souviens avoir crié, maintenant c'est fini, quoi. Et je suis parti. À 32 ans, Simon s'est tourné vers la justice, mais sa plainte a été classée sans suite. Comme lui, Florence et Carlo étaient membres de la fameuse fraternité sacerdotale Saint-Pie X, fondée par Monseigneur Lefebvre. Cette communauté catholique traditionnaliste, présente dans 50 pays, a longtemps été exclue par le Vatican. On rencontre des gens tout à fait sympathiques, on se fait vite des amis. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, on fait des retraites, des exercices spirituels de Saint-Ignace, il y a des retraites de couple, il y a tout un tas de choses. Et petit à petit, on se coupe un peu de sa famille. Les prêtres commencent à être un peu plus exigeants sur... Bon, pour vos enfants, ce serait quand même bien qu'ils aillent dans de bonnes écoles. C'est vrai qu'on rentre dans un sort d'enfermement parce qu'on crée, comme dans beaucoup même des associations, mais aussi surtout des associations de type sectaire, on crée un monde rassurant autour de vous. On commence à vous poser d'autres exigences au niveau... voilà, est-ce que vous écoutez de la musique moderne? Il faudra mieux arrêter. Est-ce que vous fréquentez des personnes divorcées? Il faut peut-être mieux pas, etc. Plus de 20 ans après Simon, un autre prêtre de la même communauté, dans le même pensionnat de Bruxelles, a abusé de leur fils, alors âgé de 8 ans. Devenu adulte, il n'a pas souhaité témoigner. Le soir, on est à table. Il y a un coup de fil d'une maman qui me dit il se passe des choses graves à l'école et je pense même qu'elle parle d'abus. Je me souviens pas. Honnêtement, je me dis elle va un peu trop loin, quoi. Elle est un peu folle. C'est pas possible. Enfin, voilà. Bon, je dis mais enfin. Voilà. Donc, j'interroge mon fils
Et je lui demande, voilà, ça a pris un certain temps, ce qui se passe à l'école, comment ça va, est-ce que ça va bien, etc. Et j'ai pas envie de parler de ça. On a vraiment posé des questions assez ouvertes, mais mon épouse a réinterrogé notre fils et finalement, c'est avéré qu'il était victime d'attouchement pendant la nuit, quand l'abbé montait dans le dortoir et qu'il a touché des enfants en silence, sans rien dire, et que finalement ça menait aussi à des fellations de la part de l'abbé sur notre enfant. La fraternité avait dit qu'il ne fallait pas en parler, que ça allait être réglé en interne et qu'il ne fallait pas ébruiter, que c'était un scandale et que ça allait faire du scandale et que les gens allaient perdre la foi. Enfin bon, ce genre de discours, quoi. Et on était 100% d'accord avec ça. Ils savaient nous faire taire, quoi. Ils avaient toujours une position d'emprise sur nous, en fait. On n'était pas complètement libre dans notre tête. Ces adeptes de la fraternité ont fini par briser la loi du silence en déposant plainte. En 2017, l'abbé récidiviste a été condamné à 5 ans de prison. Isabelle, elle, s'est libérée à l'adolescence. Après 6 ans de supplice, elle s'est confiée à ses parents. J'ose dire à mon père et à ma mère, le père me fait des choses qu'on n'a pas le droit de faire, il faut que vous m'aidiez, je ne peux pas continuer. J'ai tellement peur de retourner là-bas, j'ai tellement peur du père, j'ai peur de Riomont, j'ai peur qu'il continue à me faire des choses. Donc je décide, même si mon père me tape, mais j'ai pu dire à ce moment-là, non, je ne veux plus y retourner. Isabelle a tenu bon. Elle n'est plus jamais retournée à Riomont. À la même période, en 1986, le père fondateur s'est éteint. Avec sa disparition, le martyre des enfants de Riomont aurait dû prendre fin. Village de l'Espérance! Mais un autre prêtre a pris la relève et va relancer le village au-delà de toute espérance. En 1989, le père Argouache obtient de l'Éducation nationale l'autorisation de transformer Riomont en collège et lycée technique. Et se sont interdits d'accéder sous ces fondations. Point. Désormais, les pensionnaires sont aussi écoliers. Ils vont être enfermés à demeure. Je suis le 3e d'une fratrie de 8, donc d'une famille très catholique, traditionnaliste. En fait, j'étais dans une institution catholique, privée, hors contrat. J'en ai été viré. Et c'est comme ça que je suis arrivé au village de Riomont. On était en fin d'année 1993. À Riomont, l'éducation, en tout cas à mon époque, c'était les cours par correspondance qui étaient dispensés par principalement les moines de Riomont. À quel moment, quand on ouvre un fascicule d'histoire ou de biologie et qu'on tombe sur des pages qui ne sont pas exactement en accord avec l'idéologie de Riomont, on fait quoi? On fait court? Ou on déchire les pages? Ma génération, elle avait beaucoup de livres avec des pages déchirées. Bon. C'est dommage parce que c'était quand même des pages fondamentales pour la construction d'un adolescent. Sur la sexualité, sur les moyens de contraception. Quand on a voulu en parler avec le religieux qui gérait la biologie, justement,
Il nous a expliqué que la procréation, c'était un don et non pas la rencontre d'un homme et d'une femme. La France en l'état n'était pas la France telle qu'elle devait l'être. Il fallait absolument qu'on revienne aux valeurs de la monarchie. On ne discute pas de sexualité, on ne discute pas de musique, on ne discute pas de jeux vidéo. Enfin voilà, une discussion de tout adolescent lambda, pas de ça, Riom. Que ce soit l'humiliation ou les violences, c'était récurrent et en classe c'était fréquent. Ouais. On pouvait mettre nos doigts comme ça pour avoir des coups de règle sur les doigts de cette manière-là. Et je m'en souviens très bien de ça. Je me souviens à genoux sur la règle carrée. Ça a l'air de rien, mais n'essayez pas ça chez vous. Ça fait mal. Le mercredi après-midi, on faisait le béton. Ouais, il y en a beaucoup qui vont jouer au foot hein, quand on est gamin à 12 ans. Nous, on faisait du béton pour construire des bâtiments, en fait. À 10 ans, Adrien était scout depuis 1 an. Sa mère célibataire s'est laissée convaincre par le père Argouache d'accueillir son fils aîné dans cette école privée hors contrat pour le recadrer. Quand on se levait, il y avait la prière, et au moment de se coucher, il y avait également encore une prière. La religion était vraiment le vecteur central là-bas. Ça primait sur tout. Pour moi, c'était une fierté de dire que mon garçon que Adrien était le garçon de Riom. D'ailleurs, on avait été à la messe de minuit en bas de la rue, je l'ai fait habiller en scout. On est allé, il y avait la communion d'une de tes cousines, je ne sais plus laquelle, je l'ai fait habiller en scout. Adrien ne tarde pas à être maltraité. Les religieux l'obligent à manger du poisson alors qu'ils connaissent son allergie. Le frère Nicolas, que je déteste le plus au monde, faisait exprès de venir le vendredi à table quand il savait que c'était du poisson pour être sûr que je le mange. J'en venais même à pleurer à table pour pas le manger. Je me demande même si une fois il m'a pas attrapé pour me le mettre dans la bouche. Et résultat, ça m'a provoqué une crise d'urticaire pendant 10 jours. Si mon assiette n'était pas terminée, il fallait que je la termine. Donc je savais que derrière, j'allais retourner vomir. Et que si, de toute façon, malgré tout, je faisais le forcing pour ne pas la terminer, elle m'était forcément resservie le soir. La nourriture, là-bas, c'est un vaste domaine. Ils n'achetaient rien ou très peu. Donc tout venait de dons de supermarchés. Sur le petit déjeuner, c'était fréquent qu'on ait des tartines de pain qui étaient moisies, en fait. Donc on ouvrait, on avait une belle trace verte dessus. On prenait un pack de 6 flambis. Puis quand vous ouvriez, c'était la loterie, quoi. Soit c'était vert, et dans ce cas-là, peut-être on mangeait pas, ou alors juste on enlevait le verre au-dessus, puis on mangeait le reste, quoi. Alors que l'établissement est reconnu par l'éducation nationale, ses responsables persistent à éduquer les enfants à grand renfort de violence. C'était un matin, j'étais dans ce qu'on appelait la cordonnerie. Je m'amusais à claquer ma ceinture contre le mur. Ça faisait du bruit, c'était rigolo. Et puis je sais pas pourquoi, le frère Olivier est arrivé là, a pété un plomb sur moi, m'a jeté à terre, m'a foutu des coups de pompe dans la tronche, carrément. J'ai jamais compris pourquoi, mais toujours est-il que j'étais complètement sonné. Et donc j'ai dû prendre rendez-vous avec l'ORL, qui connaissait très bien le village d'enfants de Riom, et qui m'a dit, ça serait mon fils, mais comment je l'aurais enlevé? Parce qu'il dit, ça se fait pas en fait, et il avait le tympan qui était percé carrément. Maintenant avec le recul, oui, je me dis que Riom, c'était une secte. Ah oui, oui, oui. Parce que, ils avaient carrément, ils m'avaient retourné le cerveau, hein. C'était un lavage de cerveau en fait, hein. Moi, je me souviens d'une fois, par exemple, où
Un soir, je rentre me coucher dans mon dortoir et je crois que j'ai dit bonsoir après l'extinction des feux. C'est interdit de parler après l'extinction des feux. Et il y a un moine, a priori, que j'avais énervé, qui est venu me chercher dans mon lit. J'ai dû me rhabiller, avec le short de cuir, et aller creuser une tranchée dans la glaise, sous la pluie, de nuit. Mais j'avais 13 ans, moi. C'est violent. Ouais. On va vous casser, physiquement et intellectuellement, pour que, finalement, en assez peu de temps, on fasse de vous des gens qui suivent, qui obéissent. On est des soldats du Christ, et puis après, on est des soldats tout court. Pendant leurs vacances, ces apprentis soldats du Christ rejoignent des cohortes internationales qui rêvent de combattre pour défendre l'Europe blanche et chrétienne. Riaumont a tissé des liens forts en Allemagne avec la KPE, une organisation de scouts catholiques d'Europe, et avec la Congrégation des serviteurs de Jésus et Marie, tous deux fondés par le père Eunich. Andreas Eunich et les principaux prêtres de Riaumont étaient liés par l'amitié. Il y avait des échanges et des contacts réguliers. Et il y avait aussi des visites régulières entre les groupes, des pèlerinages communs, on se rendait visite entre la KPE et Riaumont. Les scouts de Riaumont ont donc naturellement organisé des camps en Allemagne. Et en 2005, le père Eunich s'est rendu à Riaumont avec 50 scouts. Ils célébraient la messe ensemble, chantaient, etc. J'ai grandi dans le cercle le plus intime des scouts catholiques d'Europe. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours connu le père Eunich. Il me faisait très peur parce qu'il avait quelque chose d'impulsif, de fanatique, de possédé. J'ai toujours dû écouter ses sermons et ses conférences vraiment effrayantes pendant des heures. Les membres supérieurs de ce groupe avaient donc un pouvoir fou sur nous. Ils pouvaient nous manipuler à l'infini et cela nous a naturellement isolés du monde extérieur. À la KPE, il y avait une morale sexuelle très rigide et on nous l'a bien sûr enseignée. Le thème de la sexualité était très problématique et chargé de péchés. Et selon l'idéologie de la KPE, le seul endroit où l'on pouvait parler de sexualité était la confession. Donc ce que j'ai bien sûr vécu pendant des années, c'est d'une part les agressions verbales permanentes dans les confessions auprès du père concerné. Il n'était question que de sexualité pendant des heures. Il essayait constamment de nous soutirer les détails les plus intimes et les plus personnels pour s'en délecter. Et ces agressions verbales, ces conversations se sont parfois transformées en agressions physiques, en agressions sexuelles dans le contexte de la confession. Comme Johanna, Joseph a grandi dans la doctrine cadenassée de la KPE. D'abord dans une famille d'accueil, puis à l'âge de 12 ans, dans un pensionnat tenu par un prêtre de la communauté. Encore un enfant placé et martyrisé. Le prêtre du couvent avait tout pouvoir sur moi. Il savait tout sur moi, même sur l'abandon de mes parents. Et il a pratiquement passé 2 ans de ma vie à me sauter dessus. Il a fait de moi sa petite amie de substitution. Il s'asseyait tous les soirs à mon chevet après la prière du soir, après 20 heures, et me caressait, m'embrassait.
Et c'est à ce moment-là qu'il m'embrassait aussi avec la langue. J'étais donc du gibier. J'étais une sorte de proie vivante, sans aucune personne de référence. Je n'avais nulle part où aller. Je n'avais aucune chance. Et il le savait. À l'âge de 21 ans, Joseph échappe enfin à l'emprise de la KPE. 20 ans plus tard, le père Rothe lui donne la force de déposer plainte. Ce prêtre, ancien membre de la KPE, ne cesse de dénoncer les dérives de cette communauté ecclésiale. Ayant moi-même subi des abus sexuels, je sais au moins en partie ce que cela provoque chez une personne, ce que cela détruit. C'est ainsi qu'en étroite concertation avec Joseph Enfling, j'ai dénoncé son cas d'abus aux évêques compétents, ainsi qu'au parquet compétent. À mon avis, ces cercles catholiques conservateurs portent les marques évidentes d'une secte ou de tendance sectaire. C'est effectivement un système totalitaire qui t'use et t'enlève tout. Tes propres pensées, tes propres sentiments. Tout est effacé. Il y avait aussi des tendances à l'extrémisme de droite au sein de la KPE. Déjà, ils étaient antisémites. Je me souviens que nous avons participé à un concours de chant et que nous aurions dû obtenir la première place. Mais le jury a découvert que c'était une chanson nazie et il nous a disqualifiés. Je dois vous dire quelques vers. Ja, und wenn wir marschieren, dann leuchtet ein Licht, das Dunkel und Wolken strahlend durchbricht. C'était une proposition du prêtre, de notre éducateur. Quels que soient leurs dirigeants et les périodes, les mouvements catholiques traditionnalistes perpétuent les mêmes déviances éducatives. L'obéissance des enfants poussés jusqu'à leur soumission engendre la prise de contrôle de leur esprit, mais aussi de leur corps. À Riaumont, plus de 30 ans après la création du village, les mêmes causes produisent toujours les mêmes crimes. Moi, sur la période où j'ai été présent à Riaumont, j'ai été violé de manière répétitive par plusieurs adultes. Certains étaient laïcs, civils, d'autres étaient moines. À l'infirmerie, à mon époque, c'était un endroit où on n'avait pas forcément envie d'aller, parce qu'il y avait quelqu'un là-bas qui était un prédateur, et ça a été le premier. Après, dans mon cas, il y en a eu d'autres sur les mêmes périodes, à des niveaux plus ou moins pervers. Il y avait des degrés de violence et il y en avait un qui était particulièrement violent, mais qu'il était aussi sexuellement. Voilà, donc j'ai, sur cette période-là, entre 12 et 13 ans, et ça a été mon enfance à Riaumont. Voilà ce que certains défendent.
À Liévin, on l'appelle le village des enfants. Jeudi matin, c'est un jeune âgé de 14 ans a été retrouvé pendu sur le terrain de sport du domaine. Une nouvelle qui a bouleversé la discrète communauté. En 2001, le collège de Riaumont accueille toujours une quarantaine d'élèves. Parmi eux, Romain, 14 ans, était scolarisé depuis 10 mois. Proche de son oncle et de sa tante, il leur avait confié son désespoir. Un samedi après-midi, il vient à la maison. Après avoir joué, je lui ai fait faire aussi quelques devoirs. Il est assis en face de moi. Et puis là, d'un seul coup, il va tout déballer, quoi. Il va dire « je suis malheureux, on me traite pas bien, il y a de la violence régulière, il y a de l'humiliation. » Il va raconter que sans arrêt, on les oppose les uns aux autres dans des espèces de défis. Et comme ça, il y en a toujours un qui, au final, a le pouvoir et l'autre qui est brimé, dominé. Et à la fin, il termine en nous disant « il faut que vous me sortiez de là, quoi, en fait. » Il l'exprime très clairement. On se dit, maintenant on va agir. On ne va pas laisser faire ça, c'est pas possible. Il faut absolument alerter le procureur du parquet concerné par cet établissement. Je suis d'abord donc reçue par le procureur qui me dirige tout de suite vers sa substitut qui, elle, a en charge ce dossier-là. Dossier qu'on va extraire immédiatement des archives et qui est considérable. Alors comme je dis toujours, les dossiers de justice sont très épais, mais celui-là, il y est bien quand même. Hein. Il s'est passé déjà beaucoup de choses depuis longtemps. Hein. Manifestement, Riaumont, à plusieurs reprises et depuis longtemps, a déjà été dénoncé pour une attitude pas du tout approprié en tant qu'établissement qui reçoit des enfants. La justice n'ignore rien des persécutions infligées à Riaumont. Une enquête de plus est ouverte. Romain va devenir le bouc émissaire des maîtres du village pour enfants. Tout d'un coup, les prêtres le privent de sa bouffée d'oxygène qu'il peut avoir une fois par mois avec sa grand-mère. Il est coupé du monde et ça se passe à ce moment-là en mai-juin. On ne se doute pas que ça va aller si vite, que son désespoir est profond et que... Malheureusement, effectivement, ce sera fatal. Quelques semaines après, Romain a été retrouvé mort sur un gradin de Riaumont. Après le suicide de Romain, il a fallu encore attendre 18 ans pour que le ministère de l'Éducation nationale ferme le collège de Riaumont en 2019. Aujourd'hui, le village de l'Espérance accueille toujours des enfants scouts.